Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Bertrand Altmayer, le fondateur de Marcel et de YouSoFleet. Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Bertrand Altmayer, j'ai 34 ans, je suis l'heureux père de deux petits garçons, entrepreneur. Depuis 2012, j'ai créé avec mon meilleur pote une première boîte qui s'appelle Class & Co, qui est devenue deux projets. Marcel, donc un service de VTC en Île-de-France, le seul service bio de VTC, respectueux et respectable. Et Youso, qui est une boîte de logiciels SaaS, donc on vend la technologie qu'on a développée pour Marcel à d'autres clients, d'autres transporteurs urbains. Donc pour remettre ça en Marcel en version plus claire et le logiciel en SaaS, on peut dire que tu as créé un concurrent de Uber, entre autres. Ouais, c'est un gros mot pour moi, mais effectivement, c'est un concurrent de Uber. Et puis, tu as utilisé la techno qui sert à Marcel pour la proposer à des clients divers et variés. On y viendra tout à l'heure. Ouais, exactement. Des clients au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre, qui cherchaient un outil pour concurrencer Uber aussi localement, et donc qui avaient besoin d'un outil qu'ils n'avaient pas les moyens de développer. Ok. Donc, et tout ça a été revendu récemment, donc cet été. Exactement. On a revendu ça, les deux sociétés, à RCI Bank and Services, qui est la filiale de Renault, qui est en charge en gros de l'accès à l'automobile, donc financement, leasing tel qu'on connaît, mais aussi maintenant service de VTC. Il y a du car sharing aussi, donc du partage un peu comme Autolib. Il y a même d'autres initiatives assez intéressantes telles que ils appellent ça le co-ownership. D'accord. Donc t'achètes à 3 une voiture et puis t'as un petit outil qui te permet de la partager pour pas te marcher sur les pieds. Bon, alors je vais t'arrêter maintenant là-dessus. Je voulais juste au moins faire saliver un peu nos auditeurs. Tu as vendu ta boîte à Renault cet été. Ça c'est quand même un gros succès, je pense. En tout cas, c'est intéressant. C'est bien. Et on va y revenir dans les détails. Mais avant tout ça, je suis assez curieux de comprendre un peu comment t'en es arrivé là. Est-ce que t'as toujours été entrepreneur ? Je sais que t'as fait aussi d'autres. J'ai l'impression que t'as pu accomplir pas mal de rêves de pas mal de gens ou de tripes en tout cas. On va parler restauration, bar, etc., ouais. etc. Parce que t'es impliqué là-dedans aussi. Et mais l'idée c'est que donc toi t'as travaillé d'abord pour une société, enfin une entreprise comme tout. Ouais, alors moi ma vie adulte, ma vie d'adolescent a commencé. J'étais bon élève dans une banlieue parisienne respectable à Agnières-sur-Seine. D'accord. Plutôt bon élève. J'avais mes potes. Je savais pas exactement ce que j'avais envie de faire de ma vie, et donc j'ai beaucoup surfé pendant une longue période sur une vague. Donc j'étais bon élève, je suis allé en prépa, j'étais bon élève en prépa, j'ai fait une bonne école de commerce. D'accord, qui est HEC. D'accord, très bonne école de commerce. Ensuite j'étais plutôt studieux, même si un peu fêtard quand même, en école de commerce. Et pour les plus jeunes quand même aussi qui nous écoutent, alors deux choses, HEC, je pense qu'on peut dire que ça t'a ouvert des portes. Beaucoup, ouais, dans l'entrepreneuriat aussi. Aujourd'hui, HEC est reconnu pour son réseau d'entreprises, d'anciens élèves, mais aussi il nous aide énormément dans la création d'entreprises, et ça on pourra en discuter, mais ça a été clé dans le succès de nos boîtes, c'est d'être entouré par énormément de réseaux, d'incubateurs, d'anciens entrepreneurs, et HEC en fait partie. C'est pas le seul d'ailleurs, mais HEC en fait partie. D'accord, donc ce que tu veux dire, c'est que vraiment une fois que t'es passé par HEC, la vie d'HEC n'est pas terminée, quoi. T'as quand même un potentiel. Ouais. Après un socle, quoi. Ouais, il y a un socle, mais il faut avoir envie de donner aussi, et moi j'avais consacré aussi du temps à des initiatives d'anciens élèves, et ils te le rendent vachement bien. Après, si jamais toi t'as envie de faire ton chemin seul.
personne te force à rentrer dans le sérail. Mais quand on t'écoute comme ça, tu dis voilà, tranquille, je bossais, je me débrouillais. Enfin, tu t'es pas arraché pour arriver. Non, mais c'est je simplifie, mais non, la prépa était dure, très dure. J'ai beaucoup bossé, j'étais en internat, ce qui était super parce que ça m'a aidé à penser à uniquement au travail et pas aux filles et à la sortie. Moi, j'avais tous mes potes qui étaient à Dauphine, qui avaient une super vie, qui sortaient toutes les semaines et puis bah moi j'étais dans ma piole à Versailles à travailler, mais ça a été dur, enfin moi j'ai trouvé que c'était une des meilleures périodes de ma vie dans le sens où intellectuellement t'avais un vrai challenge permanent et d'ailleurs j'ai vécu mes années à HEC de manière un peu moins épanouie parce que certes tu fais la fête, t'es dans des assos, moi j'ai fait beaucoup de tennis, de voile, t'as plein d'activités, mais intellectuellement t'as atteint quand même un petit plafond et c'est plus enfin en tout cas dans un premier temps je dirais la première année tu te défoules et puis après tu recommences à prendre un peu pied et à travailler, mais ouais j'ai continué à surfer quand j'étais à HEC sur une vague assez naturelle où finalement je décidais pas exactement ce que je faisais. J'étais élève correct, j'avais peut-être une intuition d'avoir envie d'entreprendre parce que j'avais postulé à la majeure entrepreneur d'HEC. D'accord. Sauf que j'ai été recalé. D'accord. Comme quoi. Et j'ai fait une majeure finance parce que c'était ce que je savais faire. Moi, j'étais assez matheux. Et puis la beauté de la majeure finance à HEC, c'est que en octobre ils te font un forum où tu te fais recruter par toutes les grandes banques d'affaires. Donc tu commences en septembre, un mois après tu te fais recruter quoi. T'as un boulot quoi. Donc moi j'ai été recruté par Goldman Sachs. Goldman Sachs, ouais. hein, qui ne les connaît pas, je vais pas faire. Ouais, c'est quand même des bouquins qui disent que Goldman Sachs, comment il s'appelle ce bouquin, règne sur le monde ou dirige le monde, dirige le monde. Aujourd'hui, effectivement, ils ont un réseau et d'ailleurs, ce qui c'est marrant, c'est que j'en ai encore aussi un peu profité vers la fin de l'aventure Marcel Yousso autonome. C'est des réseaux qui restent et ce qui est marrant c'est quand on te présente même c'était il y a combien de temps, je suis parti il y a quasiment 10 ans maintenant, c'est un ancien de chez Goldman, c'est un ancien HEC, c'est un ancien de chez Goldman, donc ça aide. Mais ouais, donc tu commences ta dernière année d'HEC, puis t'as un poste, c'est cool. Moi tout le monde me disait que j'étais un fou furieux, je faisais de la fusion-acquisition, donc en gros tu mets ta vie de côté, tu travailles tous les soirs, tous les week-ends. Contrairement à, je veux dire, dans la finance, il y a des métiers de finance de marché où tu finis à 17h et puis c'est salut. Très très long. Tu commences à 9h, 9h30 le matin, mais tu finis en moyenne autour de minuit, 1h, tu bosses le week-end, t'es corvéable à merci. Ça m'est arrivé de me faire rappeler à 10h un dimanche soir pour bosser de 10h à 5h du mat, la veille de la clôture d'un deal parce que il faut quelqu'un pour faire des photocopies, quoi. Au tout début, t'es vraiment dans la cave. Moi j'avais le fantasme à Londres, hein, tu as dit ça, hein. Alors à Paris puis enfin à Londres puis à Paris. D'accord. Et moi j'avais le fantasme de dire il y avait quand même un peu d'autoflagellation dans tout ce qu'on entendait, dans tout ce que j'entendais dire de mecs qui faisaient de la banque d'affaires en disant t'as quand même moyen de trouver un peu de temps pour toi. Moi je me disais que voilà, il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de se faire fouetter. Moi, j'avais pas forcément envie et je trouverais le temps de faire autre chose. C'est faux. J'ai fait que ça pendant 2 ans. J'ai eu la bonne idée. Donc déjà là, j'ai commencé à avoir un petit rappel à la réalité en me disant mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi. Est-ce que j'ai envie de rester toute ma vie dans une cave à faire des tableurs Excel et des PowerPoint pour des gens que je rencontre pas. Et donc c'est ce qui est fou quand on revient aussi à ta volonté d'aller sur la majeure entrepreneuriat. Donc tu te fais kicker à un moment, on te dit non, salut. Et en fait, du coup, tu fais la majeure finance et tu te fais embaucher dans la foulée. Donc en fait c'est quand il y a quand même ce côté le doigt dans l'engrenage où tu te fais embarquer dans un truc, t'as rien vu venir, t'as presque rien demandé et puis salut, au revoir. Et il y a des mecs qui font et des femmes qui font ça toute leur vie, qui du coup derrière se après il y a des gens qui aiment le faire, hein. Oui, bien sûr. Moi c'était en fait dans ce process personnel qui a pris en fait 5 ans de dire j'ai envie de prendre ma vie en main aussi bien personnellement que professionnellement. Voilà, enfin pour être clair, quand j'ai 17 ans, je passe mon bac, j'ai pas fondamentalement envie de faire HEC plutôt que autre chose, mais je suis plutôt bon élève, je mets un doigt dans l'engrenage de la prépa, je me prends au jeu et puis je vais jusqu'au bout. J'ai tendance à faire les choses que je fais
avec intensité. Donc je bosse comme un porc. J'ai la chance d'avoir HEC plutôt pas mal, donc c'est cool. Mais à aucun moment, quand je me suis lancé dans ces initiatives, je me retourne et me dis mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire finalement, quoi. Mais c'est ça, du coup c'est ça qui est intéressant, c'est que quand même dans le moment où tu te dis je rentre dans cette prépa, je me débrouille bien dans la prépa, je me débrouille bien à HEC, je finis dans cette majeure. En fait, il y a un moment où les décisions sont presque pour toi. Enfin, il y a un automatisme, surtout le recrutement à la fin, qui est une des. Alors aujourd'hui, les gens vont peut-être plus facilement dans les GAFA que chez Goldman et encore, mais ça dépend. Mais il y a un certain nombre de boîtes qui sont là derrière, qui sont des espèces de 5 stars où tu dois aller, où tu peux aller, où c'est bien, il faut aller là-dedans. Tu peux pas refuser un job. Et je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis juste que le constat peut être de temps en temps que en fait. Il y a une forme de pression sociale qui fait que tu te retrouves à un endroit, bon, et puis soit t'es content, soit t'es pas content. Et même individuel, moi je me pose pas la question, et je pense que, enfin, autour de moi j'ai plein de gens qui se sont jamais vraiment posé la question et qui se retrouvent, enfin je vais pas, mais quand tu te retrouves après avoir fait 10 ans chez L'Oréal, est-ce que tu t'es vraiment posé la question de savoir si c'était ce que tu avais envie de faire, bien quoi. sûr. Et donc moi c'est un processus de je sais pas, je suis devenu autonome dans mes choix petit à petit, et c'est passé par des moments durs. Donc Goldman, c'était hyper dur à vivre. Et à un moment, et à la fois t'es bien payé. Ouais, tu gagnes super bien ta vie. Sur ton CV, t'as des belles lignes. Je veux dire, c'est vrai ce que tu dis. Il y a aussi des gens qui font la même chose, qui se font porter, qui se font pas peut-être attrapés au mois d'octobre, mais qui cherchent du boulot pendant 6 mois à la sortie de leur école et qui prennent le premier truc qui sort, et puis qui après, se retrouvent bloqués pendant 10 ans dedans, hein. C'est sûr. Et donc là, au bout de 2 ans chez Goldman, le timing j'ai eu du bol, mais il y a beaucoup de bol. Enfin, après, je sais pas si on recherche la chance ou si on la déclenche, mais la chance que j'ai, c'est que j'ai une offre dans un fonds d'investissement à Londres 6 mois avant la faillite de Lehman. Donc moi je rentre chez Goldman en 2007, non 2006, et en 2008 j'ai une offre assez cool dans un fonds d'investissement à Londres. J'ai pas mal de potes à Londres, et là je me barre. Et là t'es pas, pour continuer juste sur cette lancée d'être porté chez Goldman, 2 ans après, t'es pas dans une forme de prison dorée, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment où dans ce type de grosses boîtes, notamment dans les GAFA, t'es souvent tellement bien payé, t'as un tellement bel avenir devant toi, qu'il y a un moment où tu sors pas, en fait, parce que sortir c'est trop risqué, entre guillemets. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'a beaucoup avec laquelle j'ai beaucoup échangé à ce moment-là, ouais. Et qui permet de garder les pieds sur terre, et à aucun moment je me suis dit je vais rester pour l'argent. Et j'ai le souvenir de vacances que j'avais passées en famille, et il me disait mais Bertrand, t'es pas bien, quoi. Certes tu gagnes très bien ta vie, mais t'es pas bien, il faut faire quelque chose. Et donc il faut à un moment se poser ces questions. Et moi je me suis posé mon entourage m'a fait poser ces questions, et je me suis posé moi-même. Ensuite il y a un moment, je pense qu'à ce moment-là, je me dis bon, la finance, je sais pas si la finance est fait pour moi. En tout cas, je sais que le travail hardcore 20 heures par jour n'est pas fait pour moi. Donc quelque part, je laisse sa chance à la finance, et je dis allez, je vais essayer de faire autre chose dans la finance. Peut-être que c'est simplement l'intensité de Goldman Sachs qui me convient pas. Et selon toi, le travail hardcore 20 heures par jour, est-ce qu'il est fait pour certains? Il fait pour personne. Je l'ai retrouvé beaucoup après en tant qu'entrepreneur. Ce qui est encore plus dur, parce que pour le coup, tu gagnes pas une thune. Ouais, je confirme. Donc, il y a des passages très difficiles, ouais. Donc, mais ça, après, moi, j'ai l'impression d'entendre parler de mon grand-père quand je dis ça, mais c'est hyper formateur, parce que la résilience que tu développes en prépa, dans ce type de boîte telle que Goldman, je suis sûr que j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait si j'avais pas appris à me faire mal, à pas dormir, à avoir peu de monde, parce que c'est ça qui est dur aussi. Et tu la développes très tôt. Je veux dire,
tu peux potentiellement pour certains la développer un peu plus tard, des entrepreneurs qui vont commencer à faire ça à 35 ans, à découvrir des passages comme ça, mais c'est beaucoup plus dur. Je veux dire être à 20 ans après ta prépa ou à 23 ans 25 ans après un passage en fusion acquisition chez Goldman, capable de bosser vraiment 20 heures par jour littéralement, en effet, t'as quand même un avantage sur le monde qui est peut-être certain. Bah ouais, parce que moi je suis hyper impressionné de personnes qui à 35-40 ans se lancent dans ce type d'expérience. Alors toutes les expériences entrepreneuriales sont pas hardcore. On pourra y revenir, mais moi le service qu'on a lancé, c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que n'importe quel moment du jour et de la nuit, tu peux être sollicité pour régler un problème. Donc ça c'était hardcore et c'est ça qui m'a permis, c'est là où j'ai testé à nouveau mes résistances. Mais oui, c'est plus facile avec la force de l'âge, avec justement la jeunesse, le fait de pas avoir d'attache à un moment. J'étais célibataire, j'étais mobile, c'est hyper c'est beaucoup plus simple pour moi quand tu sors d'école de te lancer dans le travail à corps perdu plutôt que de le faire établi avec femme et enfants. C'est un autre problème aussi quand tu veux entreprendre, parce que te lancer quand tu gagnes, là c'est ça, mais quand tu gagnes très bien ta vie et que tu arrives justement à 35 ans ou 40 ans ou 45 ans, que tu as toujours été habitué à gagner très bien ta vie, que tu as un train de vie établi et que tu veux entreprendre, c'est moi je suis hyper respectueux des gens qui le font. Moi je l'ai pas fait. Quelque part, j'étais pas attaché à j'avais pas j'avais une qualité de vie de merde quand j'étais chez Goldman. Donc, certes, j'avais un peu d'argent sur mon compte. Moi, j'ai acheté un petit appart, et donc, ce qui a fait que j'en avais finalement pas beaucoup sur mon compte. Et ma vie était simple et l'est toujours. J'avais pas besoin d'énormément de choses. Je voyage un peu, mais je le fais dans des conditions, folklore. Je suis pas fondamentalement attaché au luxe. Les auditeurs le voient pas, mais je suis habillé de manière assez. Je confirme. Assez simple. Donc je suis pas vraiment attaché à ces problèmes matériels. D'accord. Et du coup, alors deuxième métier, Londres. Donc là, t'es toujours dans de la fusion-acquisition. Côté investisseur. Donc en gros, je travaille dans une équipe qui décide dans quel projet le fonds d'investissement va investir. D'accord. Donc c'est dans la chaîne alimentaire de la fusion-acquisition, je suis à un poil plus haut parce que c'est moi qui donne des ordres à des banques d'affaires qui eux bossent jusqu'à 2 heures du mat pour répondre à mes questions, mais ça reste hyper intense. Après c'est dans une période assez bizarre à Londres parce que c'est juste au cœur de la crise 2007, financière. 2008. Ouais, exactement. Ouais. Ce qui fait que et la fin c'était même au moment de la reprise. Sauf que j'étais dans une banque qui s'appelle Macquarie, qui est un fonds d'infrastructure, qui a perdu énormément d'éléments au moment de la reprise parce que ils ont pas connu la reprise comme d'autres banques et du coup ils pouvaient moins bien payer leurs salariés, et à partir du moment où à nouveau les Goldman Sachs ont commencé à recruter, tout le monde s'est barré, les bons éléments sont barrés. Ouais. Là je me suis retrouvé en gros sous-staffé et à refaire des nuits de boulot. J'ai pas été au mariage d'un de mes meilleurs potes où j'étais témoin parce que simplement on me dit de faire ça et sinon je reviens pas lundi, quoi. Donc je retourne dans cette spirale. T'étais témoin et t'as pas pu y aller. Et il te parle encore? Ouais. Ok. Non, ça s'est réglé au bar, mais non, je retourne dans cette spirale et en fait ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est que c'est pas le rythme qui me plaît pas, c'est simplement le sous-jacent qui est faire de l'argent avec les initiatives des autres, parce que c'est un peu ça la fusion-acquisition, c'est des gens, c'est un écosystème qui vit sur le dos des entreprises et des entrepreneurs et qui gagne plus d'argent qu'eux uniquement en jouant avec eux. Donc c'est la beauté du capitalisme dans toute sa splendeur. Et là on est et là je me dis vraiment en fait c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et donc je tiens 3 ans quand même à Londres. J'ai la chance d'avoir beaucoup de potes là-bas, mais de potes qui datent de longtemps. Donc j'ai recréé mon microcosme personnel à Londres. Et là j'ai un pote qui me dit, écoute Bertrand, qui bossait dans la même boîte que moi, qui me dit moi j'en ai marre, je pars en Afrique pendant 6 mois. Je dis ok bingo, j'en peux plus, je pars avec toi. allez, quit, quoi. Tu démissionnes. Ouais. Tout le monde démissionne. Je démissionne.
En plus, j'étais à une période où effectivement je bossais beaucoup et le pire du pire dans tout ça, c'est que quand tu rentres à 3 heures du match chez toi, bah moi j'arrivais pas à m'endormir. J'avais un tel ressentiment, j'avais un tel stress permanent que à 3 heures du match, tu t'endors à 5 heures et puis tu te relèves à 7 heures pour aller bosser et en fait tu vis plus, t'es plus agréable avec les gens qui t'entourent. T'es au bout de ta vie. T'es au bout de ta vie. Moi, ma famille, elle vivait à Shanghai à l'époque, donc je la voyais une fois tous les 6 mois et la fin de la vie est pas belle, quoi, tout simplement. Donc à un moment, je me dis et tu gagnes beaucoup d'argent. Ouais. Non, je veux dire paradoxalement, parce que beaucoup. Après la crise, ça devient beaucoup plus raisonnable. Ouais. Mais je gagne bien ma vie par rapport à un cadre supérieur dans l'industrie, quoi. Mais en fait, c'est là où je me dis vraiment, est-ce que mais tu gagnes pas des millions, quoi. Non, c'est pas des millions, c'est des centaines de milliers, mais c'est pas des millions. Et c'est là où je me dis finalement, est-ce que qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Là, je commence à approcher la trentaine. Ouais. Et qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi? Est-ce que je veux rester je veux rester dans la finance, à pas aimer ce que je fais, à pas prendre de plaisir, à devenir de plus en plus aigre au fur et à mesure des années qui passent, ou est-ce que j'ai envie de faire un truc qui m'intéresse? Et du coup, là-dessus, les options, parce que t'as quand même une évolution dans ces métiers-là où les seniors bossent moins comme des chiens. Enfin, il y a un moment où tu peux te dire, si je tiens encore 5 ans, j'arriverai à... Ouais, mais c'est là où je me rends compte que c'est le sous-jacent qui me plaît pas, en fait. Ouais. C'est simplement le métier en lui-même. Le métier en lui-même. Ouais, d'accord. Et le truc qui était pas mal quand même dans le fonds d'investissement, c'est que tu approches un petit peu la gestion d'une entreprise. C'est-à-dire qu'en tant qu'actionnaire d'une boîte, t'es amené à participer à des prises de décision dans une entreprise, donc tu commences à toucher du doigt un peu la partie opérationnelle du fonctionnement d'une entreprise. Alors en l'occurrence, ce sont des grandes entreprises, pas des startups, mais tu commences à comprendre un peu. Alors que quand tu fais du conseil en fusion-acquisition, tu comprends absolument rien, quoi. T'apprends à tirer une croissance sur 10 ans et calculer une marge à partir d'un chiffre d'affaires, mais c'est tout. Là, je commence à comprendre un peu, puis ça me plaît, mais je sais que j'ai plus envie de faire ça, et je pense que vraiment ce qui a été clé, c'est ce pote Paul qui me dit, écoute, moi j'arrête. En gros, il avait acheté un 4x4 et il avait prévu un périple de 40 000 kilomètres, de 4 000 kilomètres de 40 000 en Afrique. On est parti du Cap, on est remonté jusqu'en haut du Kenya, on est redescendu, on a fait une boucle pendant 4 mois et demi. Et c'est lui qui me dit, vas-y, qui me chauffe, et puis j'y vais, et toute cette réflexion autour du passage du salariat à l'entrepreneuriat, elle a lieu à ce moment-là, quand t'es en Afrique, seul avec un pote. Tu réfléchis à ta vie. Tu réfléchis, ouais, exactement. Et là, alors le voyage était génial. Je pense que c'est pas vraiment le sujet. Ouais, mais combien de pays tu fais Fait depuis une dizaine de pays. On a quand même 2-3 expériences un peu funky. On se fait braquer par des milices en Zambie. On fait un safari à pied. On se retrouve nez à nez avec un lion, face à un lion, enfin une lionne en l'occurrence. D'accord. Avec pas cool. Non, pas cool. Enfin, c'est pas moi, c'était un des autres mecs qui était dans le safari pédestre, et c'est la première fois que j'ai vu un mec vert, littéralement. D'accord. Mais expérience hyper enrichissante, hyper relativisante aussi sur ta condition à toi, c'est-à-dire que jeune bourgeois parisien, tu rencontres vraiment les plus grandes misères sur terre. On est allé au Rwanda, qui est un pays qui est hyper marqué par le génocide. On est allé au Zimbabwe, qui est un pays à l'époque où personne, enfin je crois qu'aujourd'hui aussi d'ailleurs, où personne ne va, parce que surtout pas aujourd'hui en ce moment. Oui. On est allé dans plein de pays malheureusement très misérables, avec des gens qui étaient fondamentalement heureux, qui sont en tout cas souriants, qui t'accueillent à bras ouverts, et donc tu te dis aussi finalement mon PowerPoint et mon fichier Excel, il vaut pas grand chose, quoi. Ouais. Donc à mon retour d'Afrique. Et avant de partir, tu t'avais pas décidé de monter une boîte. Je veux dire, t'étais pas, tu te disais ça pourrait se faire, mais c'était une option parmi d'autres, quoi. C'était une option. Alors j'ai cette idée, l'idée de Marcel, elle me trotte dans la tête depuis 2005, depuis ma sortie d'HEC.
Je me dis il y a quelque chose à faire quand même. Mais bon, enfin c'est le constat de tous les Parisiens à mon avis qui sont rentrés à pied une fois d'un bar sous la pluie parce qu'il y a pas de taxi, de se dire mais il y a quand même quelque chose, il y a une offre alternative à proposer. Et ben ouais, et qui est donc du coup là l'idée qui fait que le nouveau GAFA Uber, enfin Ouais. c'est la même quoi, c'est vraiment C'est la même. Ouais. Après, avec moins de maturité, avec moins de talent probablement, mais le constat est le même. Et d'ailleurs, à ce moment-là, nous on se lance en 2012. Enfin, on commence à travailler sur le projet en 2012. Tous les concurrents connus aujourd'hui sont lancés au même moment. Il y a une question d'exécution parce que l'idée, il y a 10 personnes qui l'ont dans la même rue. Mais après, c'est comment tu l'exécutes. Nous, on l'a exécuté moyennement parce qu'on est le 4e acteur aujourd'hui en Île-de-France. On l'a pas exécuté avec excellence comme l'a fait Uber. Alors, malgré tout, il y a des tracteurs, mais on l'a bien exécuté. Et cette idée, en gros, je l'ai en 2005 et puis j'ai aucune expérience dans l'entreprise, dans rien. J'ai une maturité très limitée, même personnelle. En 2005, c'était trop tôt. Il y avait pas de smartphone, il y avait pas de choses. Non, enfin, je veux dire. En plus. Ouais. Donc, de toute façon, il y avait un time to market qui était peut-être pas bon. Enfin, après, je dis ça. En tout cas, personne n'a réussi à l'avoir. Il a fallu que vraiment tout le monde. Ouais, il y a des initiatives qui ont disparu depuis, Ouais, et qui étaient lancées. Après, il y avait aussi une législation qui était différente. Et la législation, elle a beaucoup changé depuis, et c'est ce qui a permis l'éclosion en fait de ces services. Mais cette idée, elle me trotte aussi dans la tête à Londres parce qu'il y a des services de ce type qui s'appellent les minicabs. Oui, tout à qui fait. vivent je dirais pas en harmonie, mais en tout cas en bonne intelligence avec les taxis. La dynamique du transport à Londres, c'est t'as les taxis qui sont pour les entreprises et pour les touristes. Et t'as les minicabs qui sont pour les gens qui vivent à Londres. Donc moi, je me déplaçais que en minicab parce que c'était moins cher. Oui, t'appelles, hein, c'est ça. Hein, ouais, mais c'est vraiment du radio taxi. T'as le petit corner shop de ton quartier qui te vend les clopes, la bière, qui fait radio taxi. Donc tu vas le voir et tu te dis j'ai besoin d'un véhicule pour m'amener à la gare ou à l'aéroport. Et donc ils se foutent pas sur la gueule, en tout cas avec les taxis, et ça fait des dizaines d'années que ça existe. Je crois que ça a commencé dans les années 80. Acteur, hein, Addison Lee, ouais. Addison Lee, oui. Ouais. D'accord. Qui aujourd'hui paraît tout petit par rapport à Uber, mais qui à l'époque était gigantesque, ouais. Donc cette idée, elle continue à trotter dans la tête. Et là, c'est en Afrique où je me dis, il y a quand même quelque chose, il y a toujours rien qui se lance. Donc là, je reviens d'Afrique. À Paris, du coup. À Paris. T'as plus rien à Londres. Pardon? T'as plus rien à Londres. Non, il se trouve dans l'équation, il y a aussi le fait que ma copine de l'époque, qui est devenue ma femme, est rentrée entre-temps de Londres à Paris. Donc le timing était pas mal. En gros, le deal de me laisser partir 4 mois et demi avec un pote en Afrique a pu marcher parce que je revenais à Paris après, quoi. D'accord. Et donc je reviens, et là j'ai 3 options. Je retourne dans la finance, et ça c'est une option que je mets de côté assez rapidement. Soit je rentre dans une entreprise et je me dis je rentre dans une direction financière parce que c'est le seul truc que je sais faire finalement, d'une boîte. Je rencontre des gens à ce moment-là, et puis dont un mec qui bosse chez 3i qui me dit le directeur financier, ça il deviendra jamais calife à la place du calife, et il restera toujours directeur financier. Alors je sais pas si c'est une vérité, mais en tout cas c'est un truc qui m'a marqué à l'époque. Ah, c'est sûr qu'il y a quelques fonctions comme ça, que ce soit le DIRCOM, le dire communication, pas commercial, parce que commercial peut devenir directeur général. Il fait de la vente, donc du coup évidemment il fait du business, mais c'est vrai que dans les fonctions, en effet, il est assez connu que dans le monde de l'entreprise, il est rare que le directeur ou la directrice financier ou le directeur ou directrice communication deviennent PDG, quoi. Mais ce que me dit surtout le mec, c'est en fait t'as juste envie de diriger une boîte, enfin de créer là, quoi. Et donc là, à ce moment-là, j'ai des potes qui se lancent dans un projet d'ouverture de resto. C'est 3 potes, un chef, un gérant et un mec qui fait de la com, et qui recherche en gros un chef de projet, quoi. Et donc je me dis c'est une super opportunité pour aller mettre les mains dans le cambouis et puis découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat. C'est assez peu engageant finalement parce que c'est des tout petits investissements. L'avantage de la restauration, c'est que les banques, ils aiment bien avoir de l'actif en face. Ils prêtent pas aux entrepreneurs, aux startups,
mais ils prêtent aux restaurateurs parce que derrière t'as un fonds de commerce, t'as des locaux, et donc on a pu emprunter une grande partie en fait du budget. Et puis j'en parlais tout à l'heure, mais c'est un peu un rêve. C'est un rêve. Je veux dire, avoir ton propre resto, ton bar, c'est quand même un truc. Ah mais c'est cool. Ouais. Et du coup on se lance dans ce projet. Moi je bossouille à côté sur le projet de VTC. D'accord. En essayant de comprendre un peu la législation, en rencontrant des gens du secteur. Mais ça reste vraiment un side project, et puis je me lance pendant 1 an sur l'ouverture du resto. Alors donc 1 an ça met à ouvrir le resto. Ouais, entre la recherche, la promesse de vente, la vente effective et les travaux, ouais, ça prend 1 an. Et combien d'investissements en gros? À 4 on a mis 100 000 euros, donc D'accord, 25 000 chacun. D'accord. Ouais. Oui, tu dis c'est des broutilles. Enfin Non, tu peux faire moins. Tu peux faire moins. Je veux ouais, dire, mais sur un projet, on a un resto de 50 personnes. Ouais. J'invite les gens à y aller. D'ailleurs, pas vu, pas pris, rue Saulnier dans le 9e à Paris. Et ouais, après c'est un projet qui est beaucoup plus gros. Enfin, le budget est beaucoup plus gros, mais les banques financent beaucoup en fait. Et alors après, tu te rends compte que c'est pas si rose finalement parce que tu dois payer tous les mois ton crédit, mais en tout cas le projet se monte, aboutit, et c'est quand même c'est super le jour de l'ouverture où tu te rends compte que t'arrives à faire quelque chose de tes mains finalement, au-delà d'une formule Excel. Et là je me suis convaincu que il fallait que j'y aille sur le projet. À l'époque ça s'appelle pas, mais qui devient Marcel. Et il faut vraiment que j'y aille. Et là, ça commence à m'empêcher de dormir en fait. Donc d'accord. Ah, ça c'est un bon moyen. Ouais, exactement. Et donc l'élément déclencheur vraiment concret, c'est le resto, c'est de dire ok, en fait je peux faire quelque chose de mes mains, je peux lancer un truc, je suis capable de le faire. Maintenant, je me lance dans mon vrai projet. Quoi. Exactement. Alors le resto est un vrai projet, mais dans le projet, mais qui était pas un projet de vie, c'était un truc où exactement. tu te disais pas, et tu t'es jamais dit je vais en faire 10 comme ça. Non. Même si t'en as fait un autre, je crois. Mais j'en ai fait un autre, une petite sandwicherie qui est juste à côté, qui était plus une opportunité parce qu'il y avait un local qui se vendait, mais ouais, c'était pas un projet de vie. Moi, j'ai heureusement d'ailleurs pour le resto que c'est pas moi qui fais la cuisine ou le service parce qu'il y aurait personne. Mais c'était vraiment une expérience. T'as jamais fait de service? Je l'ai fait au début, mais non, je suis très gauche. C'est vrai. Mais voilà, c'était simplement j'ai réussi à me prouver, et d'ailleurs on s'est prouvé à 4 qu'on était capable de monter un projet, de le mener à bien, et plutôt pas mal parce que le resto marche bien. Après j'ai rencontré des gars comme Victor Luger, qui Big Mama, qui eux avaient un vrai projet, et ça c'est exceptionnel ce qu'ils font, mais nous c'était vraiment l'idée du resto de potes quoi. Et aujourd'hui ça reste les avoir dans le podcast un jour, mais ouais. On en reparlera. Et d'accord, et c'est vrai que c'est un gros succès ce resto. C'est un resto de quartier, hein. C'est pas on n'est pas branché, c'est pas un truc qui est sur le fooding, c'est un truc qui est rentable, qui est bon, c'est la nourriture traditionnelle. Tout est fait maison, on n'a pas de congélo, enfin tu vois, on se marre bien. Notre chef qui est associé, et ça c'est clé dans le fait que le resto soit stable, c'est que les chefs ça tourne beaucoup, et que si tu lui mets un doigt dans la prise, il est obligé de rester. D'accord. Il y a des hauts et des bas, c'est un métier qui est hyper dur. Et donc lui, il reste, et c'est lui qui est garant de la pérennité et de la stabilité du resto. Donc ouais, ça marche bien. C'est un métier qui est hyper dur, qui rend hyper humble, mais ça marche correctement. D'accord. Et donc là-dessus, tu pars sur Marcel. C'est ton idée? T'es tout seul au début? Enfin, je veux dire, alors, c'est un truc que tu fomentes tout seul depuis 2005, où il y a un échange. C'est mon idée. À la base, c'est mon idée. Mais je suis pas le seul à l'avoir. Oui, bien sûr. Non, soyons très relatifs. Ouais. La propriété des idées, c'est quelque chose de très subjectif. Mais je veux dire, dans ta tête, c'est un truc que tu veux faire, quoi. Ouais, mais là où je dis, je suis pas le seul à avoir. Ça a zéro valeur. C'est que à partir du moment où les travaux du resto ont commencé, c'est véridique. Moi, j'étais avec un autre de mes meilleurs potes, parce que j'ai monté ce resto avec 3 très bons potes. Je joue au squash avec lui régulièrement, et dans la douche littéralement il me dit écoute Bertrand, j'ai intervention, on est inquiet, tu vas pas devenir serveur dans un resto. Je fais t'en fais pas Benoît, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, j'ai d'autres projets. Il me dit que c'est quoi tes projets? Je dis j'ai des idées de boîte, donc je creuse un peu. Et lui à l'époque il est cadre à haut potentiel chez EDF.
C'est un statut cadre potentiel. Ouais, c'est un statut. T'as un avenir assez tracé Et sur la rampe chez EDF. Ouais, t'es spoté chez EDF et a priori, si tu déconnes pas trop, tu vas monter vite. Et lui, il a 2 filles déjà, donc très engageant pour lui. Et là, vous êtes à poil sous la douche. On est à poil sous la douche et il me dit littéralement, t'es courageux, mais moi, il y a 2 idées pour lesquelles je quitterai mon boulot. Et texto, hein, c'est lui qui est vulgaire, c'est pas moi, mais c'est niquer ce putain de monopole bancaire ou niquer ce putain de monopole des taxis. Et je lui dis, écoute, moi, il y en a une des deux sur lesquelles je travaille. Alors, on discute, on prend une bière après le squash, et puis on se dit, écoute, on y va, on va. Et puis moi, j'avais scène de film, ça. Ouais, j'avais besoin d'un coup de pied au cul parce que à force de lire des trucs et de rencontrer des gens, tu t'avances pas trop. C'est hyper dur de se lancer tout seul. C'est impossible de bosser. Enfin, moi, j'arrive pas à bosser chez moi. Et donc, c'est un élément déclencheur parce que lui, il a une force d'exécution qui m'étonne encore aujourd'hui. C'est un joueur de rugby, donc c'est peut-être lié, mais il fait les choses à fond et c'est lui qui réussit à finalement à insuffler du rythme dans le projet. Et là, on commence à avancer vraiment. On commence à réfléchir à un business model, on commence à réfléchir à un produit. On commence à nos tours de bluff successifs qui nous permettent finalement d'avancer. C'est de se vendre plus gros qu'on est. Donc on postule à l'incubateur HEC alors qu'on a rien. Et en gros, on leur vend un projet qui est quasiment en passe on n'a jamais rien de lancement, et donc ouais. On est recruté dans l'incubateur HEC, ce qui nous aide beaucoup parce que ça nous encadre. Et d'ailleurs, le mentor de l'incubateur HEC, alors ça a changé depuis, mais à l'époque il n'y avait pas de locaux. C'était simplement un encadrement avec un mentor et ensuite des formations sur différents sujets comptables, commerciaux, marketing. Enfin voilà, c'est une petite boîte à outils qu'ils te fournissent. Et en toile de fond, t'as un mentor qui est un mec qui s'appelle Michel Santi, qui est un prof d'HEC et qui continue à nous suivre aujourd'hui, qui a été notre premier investisseur et qui nous a vachement aidé. Et donc ça nous file vraiment un coup de boost. Et le projet commence à avancer. Et c'est là où on se donne avec Benoît. Là, on est en juin 2012. On se dit avec Benoît, on se laisse 1 an pour se dire si on se lance ou pas. Donc moi je bosse 100% sur le projet. Je me prends des bureaux pour me forcer à bosser parce que j'arrivais pas à bosser de chez moi, qu'on finance ensemble. D'accord. Benoît, malgré ses 2 filles et son boulot à temps plein, il bosse soir et week-end sur le projet. Il est resté encore là. Hein, ouais. Et là, lui, il reste chez EDF. Ouais. Et toi, t'es pas chômeur là, hein, à ce moment-là. Non. T'es sans emploi, ouais, sans ressources, enfin sans revenus en tout cas, avec des ressources, mais enfin voilà, donc t'es quand même en mode très low cost, quoi. Faut pas que ça. Ouais. Faut pas que trop d'argent. J'ai une femme qui travaille, ce qui aide beaucoup, et ça c'est un des trucs qui a été clé, mais c'est un projet de couple aussi. C'est-à-dire que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut le faire avec son conjoint, homme ou femme. Et moi, ma femme, je lui ai posé la question à un moment. Hein. Je suis le premier à le dire, et souvent, on le prévoit pas, ça. Je veux dire, il faut le prévoir parce que souvent on se dit bon, je le fais tout seul, etc. Mais en fait, celui qui réussit seul, souvent il y a plein de gens derrière, des employés, des banques, des tas de gens qui croient en toi, des incubateurs, des choses comme ça. Mais aussi très souvent il y a un conjoint, quoi, un mari, une femme, un amant. Ouais, mais et on a eu ces discussions. On s'est dit, est-ce que j'y vais? Si j'y vais à fond. Ouais. Mais si j'y vais, tu vas me supporter personnellement et financièrement pendant un bout de temps, parce que c'est un projet qui est vraiment long terme. La rentabilité et même le fait de se payer à l'époque, c'était hypothétique plus qu'hypothétique. Et je lui dis, et il y a une chance surtout, et il y a même plus qu'une chance, il y a 9 chances sur 10 pour que dans 2 ans je me retrouve avec rien et puis qu'on recommence de zéro. Mais aujourd'hui, moi j'ai envie de le faire, et elle m'a vachement supporté à ce moment-là. Elle m'a dit vas-y. Donc c'est pour ça que là on se dit, la femme de Benoît aussi d'ailleurs, et on se dit allez go, on se laisse 1 an, et au bout d'1 an on est persuadé qu'il y a quelque chose à faire. Donc là Ben quitte. Il y a quoi au bout d'1 an? Au bout d'1 an, on a un business model. Il y a une société qui est créée déjà. Ouais, on crée la société au bout d'1 an justement. Okay. On commence à avoir un business model. Alors pendant cette année, c'est lancé tous les concurrents, Uber, chauffeur privé, Le Cab, voiture jaune aussi. Et tout ça t'arrête pas.
Non, Au parce contraire. à l'époque, Uber avait pas pris cette avance qu'ils ont aujourd'hui. En effet. Et donc on se dit c'est encore atteignable. Ça nous fait chier qu'il y ait 3-4 projets, et surtout des projets structurés, parce que ils sont tous hyper bien financés, gérés par des mecs brillants. Et donc on sait qu'on n'est pas les seuls mecs. Mais c'est vrai que je t'en avais parlé, mais j'ai un ami qui travaille sur un projet qui s'appelle Albin, qui s'appelle donc Trottinette, et lui plutôt il a fait un back-off, il a arrêté parce qu'il s'est dit ça y est, il y a trop de monde, c'est saturé. Donc vous avez eu plutôt la démarche inverse, c'est-à-dire que le projet était pas prêt, enfin techniquement, ouais, voilà, pas prêt, mais vous a dit on y va, il y a un marché du coup. Ouais, mais alors du coup la réaction qu'on a eue, c'est que on a voulu faire différemment. On s'est dit Okay. il y a d'autres acteurs, et pour le coup les autres ils étaient vraiment identiques quoi. Ils proposaient un service identique. Chauffeur privé, Snapcar, Uber, en gros. Ouais, le cab aussi. Et en cab, gros ouais. c'était essayer de fournir un service le plus rapidement possible en immédiat. Ouais. À un client. Et donc nous on s'est dit on n'aura pas la possibilité, on n'aura pas les reins financièrement pour financer cette disponibilité de chauffeurs dans un premier temps. Et donc il faut qu'on parte sur un modèle un peu différent. 2012, là on est. Là on est 2013, juin 2013. 2012-2013. quoi. Ouais, donc la valo d'Uber à l'époque c'est 30 millions, maintenant c'est 50 milliards. Voilà. Pour donner une idée de l'évolution du marché. Et Uber se lance, chauffeur privé se lance je crois en février ou mars 2012. Uber, je crois, je vais pas dire de conneries, mais c'est en décembre 2011. Donc ça se lance, mais c'est des ovnis. C'est hyper confidentiel. Alors nous, on a leur app et on regarde mais voilà, il y a rien qui dit que Uber deviendra. Et je me souviens même du premier article que je lis sur Uber, c'est un interview du general manager de l'époque, mais qui doit être le seul employé, qui fait une course entre Roissy et Paris et qui monte l'app, et c'est une V0 quoi, mais nous notre V0 était encore pire, mais ça reste hyper amateur, et il y a rien qui dit que ça va devenir la boîte que c'est actuellement. Et donc la conséquence, ce qu'on dit souvent dans la tech, il faut avoir honte de son numéro, sa V1 ou sa V0. Ah ouais. Parce que si t'as pas honte, ça veut dire que t'es allé trop loin Exactement. et que t'aurais dû la sortir avant. Mais et donc on se construit quand même un petit peu en différence, enfin ouais, en essayant de se différencier de ce que proposent les autres. Ouais. Donc les autres sont très B2C, nous on se lance sur du B2B. Donc B2C c'est business to customer, donc c'est avec les particuliers. Nous on fait pas mal de services aux entreprises, donc on signe des contrats cadres avec des entreprises pour le transport de leurs employés. donc en gros, tu prends un BNP, il bosse avec des toi, boîtes comme ça, et en gros tous leurs employés utilisent Marcel pour se déplacer, en tout cas pour aller, ceux qui utilisent des taxis, maintenant ils utilisent plus de taxis, mais ils utilisent une appli qui est sous l'appli Marcel, ou qui est une appli brandée au nom de la marque à chaque fois. Non, enfin on peut proposer les deux d'ailleurs, mais c'est souvent c'est Marcel. D'accord. Et de la même manière, les autres se battent sur la réservation immédiate, sur le chauffeur le plus proche, le plus rapidement. Et donc nous, on se focalise sur une partie du marché qui est pas la plus grosse, mais qui fait quand même à l'époque 40% du marché, qui est la réservation à l'avance. C'est t'as un avion, t'as un train, tu veux être sûr de pas le louper, tu réserves. À l'époque, les taxis n'avaient pas de forfait pour les gares et les aéroports, et du coup c'était souvent très cher de réserver un taxi, parce que ils arrivaient souvent avec un compteur assez élevé, et donc c'est un créneau qui marche pas mal, et en fait on réussit. Donc ça c'est enfin ta question c'était en 2013, qu'est-ce que vous avez? Nous on a ce business model, on veut se lancer différemment des autres. On commence à faire des specs d'outils de gestion de back office, d'app et trucs comme ça, mais on n'a pas la première ligne de code, et on a nos quatre mains quoi, avec Benoît et un stagiaire dev qui est d'ailleurs devenu CTO de Cheers. D'accord. On n'a pas pu se le payer à la fin de son stage, et on le regrette encore, mais bon, on est fiers de notre équipe, mais c'était un mec super et qui nous a aussi beaucoup aidé à tâtonner. J'ai l'impression que vous avez toujours été très bon en recrutement, mais on y reviendra. Et ensuite, donc là, on commence à avoir un CTO. On fait une rencontre, et comme je te disais, les idées, tout le monde, enfin, il y a beaucoup de gens qui les ont, et donc c'est un mec qui s'appelle Béchir, qui est toujours notre CTO et qui est devenu notre associé. Qui bosse à l'époque, il bossait chez Air France. D'accord. Et lui, il s'occupait de tous les algos d'optimisation et de yield management. En fait, c'est drôle parce que vous avez, pardon, je te coupe, mais monté une boîte avec quand même un ancien de la World Company, Goldman Sachs,
un ancien de presque du EDF, donc quand même une société d'État, enfin qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, mais qui a changé, mais quand même presque un fonctionnaire, et un ancien d'Air France qui est quand même dans les sociétés très établies en France. Donc enfin, monter une start-up à trois comme ça, c'est couillu parce que tu te dis, il y en a pas un qui a déjà bossé dans une petite boîte, quoi. Aucune expérience. Et je pense rétrospectivement que c'est un truc qui nous a manqué, parce que on n'avait pas le modèle vers lequel on voulait tendre, et donc on a beaucoup tâtonné, on a fait beaucoup d'erreurs pendant ces 3-4 ans. Mais en tout cas, nous, c'est pas une question qu'on se pose. On se dit, on est convaincu de notre idée. Et Béchir, en fait, travaillait lui en mode soirée week-end aussi geek, sur des algos pareil de dispatch de courses, en se disant moi le savoir-faire que j'ai dans l'aérien, je peux très bien l'adapter au transport et faire un truc bien. Mais comment tu t'as trouvé le mec qui travaillait déjà sur un algo de dispatch de courses? Le bol, on parlait de chance tout à l'heure, je suis sur les bancs d'une formation de l'incubateur HEC comptable, donc c'était les formations étaient obligatoires, et j'avais fait un peu de compta avant. Et du coup, j'étais au dernier rang, comme à l'école, en train de faire des sudoku, parce que j'avais pas de smartphone. Si, j'avais un smartphone, mais et à ma gauche, il y a un autre mec de l'incubateur HEC qui, pareil, fait de la compta, et on commence à parler de nos projets respectifs. Alors lui, il avait un truc génial dans la reconnaissance d'image, hyper ingénieur, enfin, d'accord, dur à comprendre. Et puis moi je lui explique mon projet, il me dit putain c'est ouf, moi j'ai mon cousin qui travaille sur le même truc en mode exploratoire, je fais bah vas-y, nous on cherche un leader technique, mets-moi en relation. Et une semaine après je déjeune avec lui à d'Enfer Rochereau, parce qu'il bossait à Orly et c'était simple pour lui, et je sors de ce déj et j'appelle Ben qui lui déjeunait avec un dev mobile qu'on avait rencontré dans un meet-up. Et je l'appelle et il me dit Bertrand, j'ai trouvé notre dev mobile, et je fais non, c'est moi qui ai trouvé notre CTO. Il fait bah c'est génial, et c'est deux mecs avec qui on a fondé qui sont devenus associés dans la boîte. Fantastique. Et qui sont donc on les a rencontrés le même jour. Et donc là l'équipe commence à se structurer, sauf que en fait on a réussi à sort tout droit d'un film en fait, Martel. Je veux dire, t'as des moments forts comme ça qui sont assez mais t'as les planètes qui s'alignent à un moment, et donc là c'est été 2013. En tout cas, on commence à avoir des gens à bord, des gens qui sont intéressés, qui ont envie de participer au projet, sauf qu'on n'a pas une thune, et que ces mecs-là, ils ont un boulot, quoi. Sauf Benoît et moi, ils ont un boulot. Et donc là, en août, avec Ben, on se dit, écoute, on les embauche le 1er janvier. On prend le pari, et ça va nous botter les fesses, et comme ça, on sera obligé de lever de l'argent. Et donc on se laisse en gros 4 mois pour lever un peu d'argent pour pouvoir payer à la fin du mois de janvier Béchir et Mounir, qui sont nos 2 premiers employés tech. Et il faut qu'on puisse les payer parce que eux posent leur démission en septembre pour pouvoir être libres le 1er janvier. Et ton associé lui prévoyait pas encore de démissionner? Si, il avait démissionné. Ah ok, d'accord. Ouais. Donc il fallait quand même vous payer, il fallait qu'il se paye lui, toi, enfin. Non, lui il avait le chômage. Oui. Et donc là on se met à chercher de l'argent. On a en gros une presse PowerPoint avec un business model, un business plan et des mock-ups d'app. Et on va voir. Alors on fait l'erreur dans un premier temps. Tout le mois de septembre, on va voir des fonds VC. Oui. En leur disant je vais monter un concurrent d'Uber. Ouais, exactement. Tu dis c'est le mec t'as fumé, non? C'est un peu. Ah bah c'est déjà t'es le 4e qui passe parce que les chauffeurs privés, le cab, machin qui sont passés. Alors comme les VC ils t'écoutent beaucoup parce que c'est des éponges, ils découvrent les secteurs innovants comme ça. Donc j'ai été reçu partout. J'ai pas passé des heures avec des chargés d'investissement à leur expliquer la vision du business, la législation. À l'époque, il y avait un vrai risque politique. Ils pensaient tous qu'il y avait un risque que la licence de VTC disparaisse. Et puis à la fin, c'était toujours le même message. Bon, mais c'est cool. Rappelle-moi dans 2 ans si jamais t'as réussi à faire du chiffre d'affaires. Et puis on sera là sur ta série A, quoi. Mais aujourd'hui, il y a un Américain qui commence à poindre, qui commence à marcher. Nous, on est prêt. On n'est plus prêt à prendre un pari sur une start-up, mais on sera prêt à payer un petit premium sur une série A, quoi. Et donc on baisse d'un niveau dans la chaîne des financiers. Alors déjà, on allait voir des banques, mais les banques,
Ouais. Non. Et Johnny, tu vas dans sur des non, mais on pose la question pour le principe, mais moi je sais qu'une banque finance pas un projet entrepreneurial comme ça. On a eu aucune complexité à ouvrir un compte, mais en revanche à te prêter de l'argent, non. Et donc là on rencontre des business angels et puis on a un budget de 250 000 euros. Enfin, on veut lever 250 000 euros et puis ça met un peu de temps. Et puis en fait, t'as la première personne qui dit oui. Et en 2 semaines, on a 850 000 euros d'expression d'intérêt. D'accord. D'engagement. Donc on n'y croyait pas. Enfin, il y a des jours où on avait genre 200 000 euros de personnes qui étaient prêtes à investir. Et tout ça sans plateforme, sans non, on avait une vidéo de l'app telle qu'elle serait 6 mois plus tard, quoi. Superbe. Et donc là, nous on avait conscience quand même à l'époque qu'il fallait pas qu'on se dilue énormément sur un premier tour de Business Angel. Et donc on triangule un peu la valo pour pour céder une part raisonnable du capital sans et surtout notre objectif c'est que si on doit lever une deuxième fois l'argent, on perde pas la majorité. Donc quand même là-dessus c'est très beau parce que t'as quel âge toi à ce moment-là? T'as 30 ans. 30, ouais. Ouais. Tu n'as rien de concret. Enfin, voilà, t'as ton background, ton école, ton Goldman et voilà. T'as rien de concret en produit. T'es sur un marché où il y a déjà du monde et t'arrives à lever 850 000 euros sur une valeur. Non, alors finalement on lève moins parce que on veut pas trop se diluer, donc on lève 450 en fait. D'accord. Ce qui est déjà très beau. Ouais, sur un bout de papier finalement. Ouais, alors on a quand même embauché nos 2 leaders techniques. On a une troisième personne qui est partie assez rapidement, mais qui était aussi. T'as fait 0 de chiffre d'affaires, zéro. 0 produit sorti, voilà. Ok. Et donc là, on commence à bosser vraiment sur la V0 et en 3 mois, on sort une app. Ouais. Rétrospectivement, j'ai encore honte du produit, mais et ça, notre dev mobile avait été vraiment très bon à l'époque en nous disant les gars. Nous, on était, tu peux imaginer, hyper rigoureux, machin, et on avait un peu tendance à vouloir un produit trop beau pour la V0. Et lui nous disait, non, on lance une version merdique et puis on voit. Et donc, en mars 2014, on lance la V0. Done is better than perfect. Ouais. Hein. C'est la règle, ouais. Et on lance une poubelle, quoi, mais on la donne à nos potes, à nos parents, on fait pas mal des vols quand même pendant 3 mois et on fait un communiqué RP, donc qui est la naissance officielle de Marcel en juin 2014. D'accord. Mais sur une app assez dégradée, dans une techno qui est plus à l'ordre du jour aujourd'hui, qui est une sorte de cross-platform. Je sais pas si tu vois ce que c'est. En gros, tu le développes dans un langage qui s'adapte sur iOS et Android. Ouais. Donc l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus économique. Ou je sais pas, ce que c'est. On était sur, c'était pas Ionic à l'époque, mais enfin bon. Ouais. Et l'avantage, c'est que t'as besoin d'un dev qui code dans un langage et ensuite pas en natif, tu te plugs sur les OS de Android et Apple. Et l'inconvénient, c'est que t'as accès à beaucoup moins de fonctionnalités du téléphone. Donc c'est beaucoup plus dégradé comme expérience. Et on lance un produit où tu peux réserver tu peux pas réserver à t'es obligé de réserver plus de 2 heures à l'avance. D'accord. Donc là, je réserve dans 2 heures et j'ai mon chauffeur. Donc c'est un service qui ne plaît pas à tout le monde, qui répond pas à tous les besoins, mais au moins ça a le mérite de remplir qu'il y ait des charges d'un certain nombre de personnes, les gens qui veulent par exemple partir gare aux aéroports, des catégories socio-professionnelles un peu différentes de celles qui sont visées par Uber et chauffeurs privés, qui sont surtout le 20-35 ans qui sort et qui a besoin de se faire ramener chez soi. Et donc nous on est plus sur du 35-70, des gens qui n'ont pas connu toute leur vie l'instantanéité des services et qui ont aucun problème à prévoir un peu. Et les entreprises, parce que les entreprises sont beaucoup dans ce mode de consommation aussi. Et donc c'est ça qui fait qu'on réussit à survivre au milieu de cette concurrence, parce qu'on a une offre différente qui plaît à des gens qui sont pas adressés par nos concurrents. Donc là, la boîte commence à grossir, on commence à avoir un peu plus d'employés et on fait une erreur fondamentale. Alors on continue à rejoindre pas mal de réseaux et ça c'est un truc qui nous a vachement aidé, mais les incubateurs, les réseaux, on a rejoint l'incubateur Agoranov qui est assez ouf, le réseau Entreprendre. Et donc dans toute cette période, on se fait beaucoup aider par des gens qui ont déjà l'expérience de création de boîte. D'accord. Et en particulier dans le cadre du réseau Entreprendre,
nous, on est très peu dans la boîte, et pour gérer, c'est Benoît et moi et Philippine qui est notre premier employé, qui est toujours aujourd'hui ma directrice opérationnelle, donc qui gère toutes les équipes qui font que Marcel fonctionne. D'accord. On gère tout. On gère le service client, le service de recrutement chauffeur, le marketing, le commercial, et un truc qui est horrible, qui est le dispatch, c'est-à-dire de s'assurer que tu as un chauffeur quand tu as un client qui fait une réservation. Parce qu'on travaille avec des indépendants, donc c'est des gens qui ont aucune obligation de travailler avec toi et qui te choisissent toi comme fournisseur d'offres, et donc toi tu te dois d'être respectueux et le mec de leur liberté, et de le mec qui te dit je veux un chauffeur à 5h20 demain matin qui habite à Choisy-le-Roi, eh ben il est pas dit qu'il est son chauffeur dispo, donc il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut que nous on s'assure qu'il y ait, et donc on rentre dans un cycle infernal où on a de plus en plus de demandes, donc de plus en plus de besoins de suivi de services, et pas de ressources. Et donc c'est Benoît, Philippine et moi et Geoffrey qui était notre commercial à l'époque, qui gérons ça, et donc on se relaie ton point noir, ce que tu veux absolument pas, c'est un type qui fasse une commande et qui est rien en exactement face. Ça c'est vraiment le pire non, on le fait pas Ouais. c'est même pas envisageable, quoi. Donc là tu te remets à bosser 20 heures par jour. Bah c'est pas ça, c'est que on se remet à bosser 20 heures par jour, et surtout t'es condamné en fait. On fait des quarts avec à tous les quatre à s'occuper des commandes la nuit, quoi. Donc une nuit sur 4 on bosse pas, un week-end sur Benoît et moi on s'occupe des week-ends. Tu bosses. Oui, pardon, on dort pas. Ouais, d'accord. On dort pas. Donc tu t'arrives explosé au bureau et puis ta journée n'a pas commencé. Et là, on a un très très bon conseil du mec qui nous suit au réseau Entreprendre, qui dit: les gars, vous êtes en train de monter une chaîne de McDo, mais vous faites les frites. Donc il y a personne qui va s'occuper d'aller chercher le prochain resto, de machin. Alors ça là, c'est un super conseil. Ouais. Ça a mis du temps à remonter jusqu'au cerveau. Boîtes, c'est vrai, mais repensez-y tous, pour tous ceux qui sont entrepreneurs qui écoutent cette discussion, mais juste si tu montes une chaîne de McDo, ne fais pas les frites, quoi, parce que ça marchera pas. Alors il faut le faire un peu parce qu'il faut connaître. Sur ton connaître. McDo, mais bien sûr. Mais à partir du moment où ça peut grossir, c'est une énorme erreur. Donc si tu veux monter un McDo, tu peux faire les frites, exactement. Mais si tu veux monter la chaîne, ça peut pas marcher. Et donc ça met du temps on met du temps à l'intégrer, et puis à un moment on se dit avec Benoît, on se dit c'est plus possible, quoi. On vit plus, on n'a plus de temps pour réfléchir à la croissance. En revanche, on a un peu de cash parce qu'on avait en plus gagné quelques prix BPI, donc on avait un peu de cash, et on se dit et c'est souvent un peu l'histoire du projet, c'est on se met à risque, on se met au bord de la falaise, et puis c'est là où t'es le meilleur. Donc on a embauché des gens, on n'avait pas de thunes, on a réussi à lever de l'argent en 3 mois et plus qu'on avait envie. Et là on se dit on va se mettre à risque plutôt que le mur du cash qui était à 1 an et demi, plutôt que de l'avoir dans 1 an et demi, on se le met dans 6 mois, quoi. Et puis on embauche des gens qui font ça, et donc ce que t'appelles le mur du cash, on est d'accord, c'est si jamais tu fais zéro, c'est la trésorerie à zéro sur le compte en banque, à zéro si tu fais zéro de chiffre d'affaires, c'est ça? Non, pas, c'est à zéro tout court, quoi. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut lever à 6 mois quand même. Du coup, exactement. Et donc là, on embauche des gens qui font ce boulot. Alors la croissance fait que finalement, on n'a pas besoin de lever si rapidement, mais on s'y attelle quand même. Et on clôt une deuxième levée en juin 2016, du coup. Et ça, c'était juin 2015, donc finalement, on a levé 1 an après. Et là, du coup, là, on enlève 1 million. Alors entre temps. On a séparé l'activité de logiciel et l'activité de transport, donc on lève 1 million sur le transport. Très important comme point, c'est que là vous lancez YouSoFleet, donc. Exactement. Et donc YouSoFleet, on le disait tout à l'heure, qui est vraiment, on va dire, le moteur derrière Marcel, qui permet de faire le dispatch et de choisir, donc qui est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens. C'est pour ça probablement que vous avez lancé ça, parce que beaucoup de gens dans la logistique, nous voir, en fait, en nous disant les gars, votre système il est pas mal, est-ce qu'on peut l'utiliser? Mais ça va être quelqu'un qui livre des colis, de la nourriture, transport de personnes, de malades, en fait, il y a énormément d'acteurs historiques dans le secteur du transport qui sont pas Uber, qui sont là depuis des dizaines d'années et qui ont pas les équipes et les moyens de développer un outil moderne avec les technologies de pointe, de faire la géolocalisation en temps réel, de faire des demandes en temps réel. Et donc voilà, c'est un besoin. C'est ce qu'on appelle un TMS, c'est ça, Transport Management System. Dispatch Management, DMS, Dispatch Management System.
c'est un peu pour ceux qui écoutaient le podcast, c'est un peu le MangoPay de Litchi. C'est-à-dire que c'est tout l'outil technique qui permet à Marcel de vivre, de la même manière que MangoPay est l'outil de paiement qui a permis à Litchi d'exister et qui a été ensuite vendu à d'autres clients. Donc t'es des boîtes à une forte valeur ajoutée technologique et là tu vas faire une licence, louer ta techno. Exactement. En mode SaaS, donc un peu comme Dropbox où c'est du pay as you go. Donc tu paies en fonction de ta consommation, t'as pas de frais fixes, c'est gratos à l'installation. Et tu peux payer en fonction du nombre de chauffeurs qui est connecté ou au nombre de courses qui est géré par la plateforme. Et c'est vraiment une facturation. Et la raison pour laquelle ça marche bien, c'est que tu variabilises un frais fixe pour tes clients. Et du coup, c'est hyper séduisant pour eux parce que du coup, ils maîtrisent leurs coûts et en plus, tu leur proposes un service innovant et mieux que ce qu'ils avaient avant. Et du coup, Youso est lancé il y a 1 an et demi. À peu près. Donc aujourd'hui, à l'heure où on enregistre ce podcast, on est fin 2017 pour ceux qui l'écouteront plus tard. Et du coup, vous lancez Youso, vous levez de l'argent, vous lancez Youso. On relève de l'argent pour Youso ensuite. D'accord. Donc 6 mois après. Ouais, en décembre, on lève en juin 2016 pour Marcel, en décembre 2016 pour Youso, donc il y a 1 an. D'accord. Vous arrivez à bien scinder, je veux dire, alors les boîtes, elles sont quand même physiquement au même endroit, mais les équipes vivent une expérience, mais on scinde vraiment l'équipe technique et l'équipe opérationnelle, ce qui, même si t'as pas deux structures différentes et 2 services, ce qui est toujours une bonne pratique, parce que l'opérationnel a tendance à si l'opérationnel est impliqué dans la gestion de la technique, c'est vraiment celui qui crie le plus fort qui a raison. Ouais. Et du coup, ça permet d'institutionnaliser la relation entre le produit et les opérations. Donc, ça permet aussi, c'est à ce moment-là, on a structuré l'équipe dev avec des product owners, product managers. On a vraiment avancé en mode Scrum. D'accord. Et où là, tu permets de gagner vachement en efficacité pour les devs. Et en fait, à ce moment-là, on commence à se faire solliciter par des acteurs de la mobilité automobile qui commencent à trouver que ce qu'on fait est pas si mal, quoi. Pourquoi ? Parce que on a la techno, que la techno en plus, l'avantage du SaaS c'est qu'elle est autonome, donc elle est pas du tout imbriquée dans les opérations et du coup t'as énormément d'applications possibles. Et de 2, parce qu'avec Marcel, on a fait un service qui est bien. On n'est pas leader du marché, on est même très loin d'être leader. On est 4e aujourd'hui, je pense, sur le marché, mais on a fait avec très peu d'argent par rapport à nos concurrents. On a vachement processé. On a une super équipe. Donc, tu parlais de recrutement aujourd'hui. On a réussi à embarquer énormément de monde dans cette aventure. Et ça, c'est vraiment cool. On a très très peu de turnover. On a des équipes qui sont ultra motivées, qui vivent la marque, et même les devs qui aujourd'hui sont plus Youso, donc ils sont hyper excités quand on bat des records de course ou des records de chiffre d'affaires sur un mois, ils le vivent encore, quoi. Et vous avez une équipe comme Cosa Vostra en l'occurrence qui est splittée notamment sur le technique entre Paris, alors nous c'est Bordeaux et Tunis. Et Tunis, ouais. Exactement. On a Béchir, notre directeur technique, est franco-tunisien et au début, on voulait pouvoir développer un peu plus de choses et on n'avait pas les moyens. Et donc avec son cousin, on a monté son cousin qui était en Tunisie, on a monté une petite filiale qui représente aujourd'hui une dizaine de devs qui travaillent pour nous au quotidien et qui surtout front en fait. D'accord. Surtout côté front. Ok, intégration, ouais. Ok, et donc du coup, tout ça se fait entre donc 2 levées pour les 2 sociétés. Du coup, vous splittez aussi la gestion, hein. C'est-à-dire que toi, tu restes Marcel. Exactement. Et Benoît, ton associé. Mon associé. Benoît comment ? Benoît Richard. Benoît Richard. Qui déjà ça s'est fait assez naturellement parce que moi j'étais assez excité à l'idée de monter une marque B2C. C'était des trucs, alors j'avais séché tous mes cours de marketing à l'école, mais je m'en suis un peu mordu les doigts après coup, mais j'étais assez excité à l'idée de lancer une marque et Benoît pas du tout. D'accord. Et Benoît avait toujours été vachement impliqué dans le produit, donc assez naturellement le split s'est fait. De la même manière, c'est indispensable. Déjà monter une boîte c'est dur, mais d'être 2 sur 2 boîtes c'est pas durable selon moi. Et moi après la relation de co-aide de gestion à 2, moi j'aimais beaucoup et ça m'a un peu manqué au début.
Mais ouais, on a splitté la gestion. Donc vous pouvez quand même échanger. On échange beaucoup, on échange énormément. En plus, on est resté. Il était témoin à mon mariage et moi aussi. On est resté hyper potes. On continue à partir en week-end ensemble. Donc on échange. Et d'ailleurs, quand on se voit en dehors du boulot avec nos potes, on finit toujours à couder au bar avec une bière, à finalement discuter de problèmes de boulot tous les deux. Mais les copains sont ravis. on continue à échanger, mais vis-à-vis de nos actionnaires, moi je suis Marcel et lui c'est Yousso. D'accord. Et vis-à-vis aussi des clients de Yousso, c'est très important. Oui. Parce que tu passes pas devant en tant que Marcel ou t'es un client parmi d'autres. Exactement. Ouais. Exactement. Et à ce moment-là, en fait, donc décembre 2016, on commence effectivement à avoir des acteurs du secteur automobile qui sont intéressés par ce qu'on fait. Et très vite, mais pourquoi enfin, je vois pourquoi. Je te pose une question, mais en plus on en a déjà parlé, mais s'intéresser à Yousso et à l'idée, c'est de se dire que l'avenir de l'automobile va changer. Ouais, exactement. C'est de dire que dans 10 ans, dans 15 ans, plus personne n'aura de voiture. Que les constructeurs automobiles, tous les acteurs en fait de la mobilité, donc les constructeurs automobiles, les loueurs, les sociétés de taxi, en fait tout le monde va faire le même métier et ça sera de fournir des services de mobilité donc aux gens. Tout ça étant accéléré par la voiture autonome, le fait de se dire, sachant que c'est plus moi qui conduis, il y a plus forcément d'utilité à avoir ma voiture, ça va être devenir un moyen de transport comme un autre qui peut m'emmener en bas de chez moi où je veux et du coup il faut avoir la force logistique et potentiellement donc Yousso Fleet et aussi potentiellement la marque commerciale. La capacité Marcel. à gérer une flotte, les clients, parce que aujourd'hui le questionnement de tous les acteurs du secteur, c'est où est-ce que je vais me situer dans la chaîne de valeur du transport. Et tout le monde a envie d'être face aux clients. Tout le monde a envie d'être Uber en fait. Et Uber est aujourd'hui concurrent de Marcel, bien évidemment, mais Volkswagen, Europcar, Google et Facebook aussi probablement. Et tout le monde va vouloir Uber faire ce que fait tout le monde. Un constructeur finalement à un moment, pourquoi pas. Ouais. Enfin, peut-être qu'il y en a pas besoin, c'est pas forcément stratégique. Mais toujours, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'alliances, de partenariats. Mais on est à une période où tout le monde dans le secteur s'est rendu compte de ça. Et donc tout le monde veut essayer de mettre un pied aujourd'hui, parce que l'avenir de 2025, il se joue aujourd'hui, dans le service de taxi VTC. Et de comprendre comment ça fonctionne, alors à petite, moyenne ou grande échelle. Donc tu as beaucoup de constructeurs automobiles qui ne sont pas français, qui ont investi massivement dans des opérateurs Ola, Grab, Lyft, Uber. D'accord. Tout ça c'est pour comprendre comment ça se passe. Ouais. Et un jour avoir accès aux clients. Parce que si tu te situes en tant que fournisseur de Uber dans 10 ans, c'est Uber qui décidera de la marge que t'as, quoi. Et donc tu vas te retrouver coincé dans la chaîne de valeur parce que tu dépendras du fournisseur de mobilité. Donc aujourd'hui, ils ont intérêt à te laisser alors vivre, après, moi je suis pas dans le sein du sein maintenant chez Renault, mais moi ma conviction c'est que il y a un intérêt à comprendre comment ça fonctionne en tout cas. Totalement. Donc c'est la logique derrière le rachat de Marcel et Yousso par Renault. Donc du coup, en quelques mots, comment tout ça se fait? C'est encore frais. Je sais que tu peux pas dire. Alors il y a des prix qui sont sortis dans la presse. On parle de voilà, faut aller chercher vous-même. Mais tu t'es approché par Renault pour l'un, pour l'autre, pour les deux? On est approché dans un premier temps pour le logiciel, et il se trouve qu'on discute sur un autre projet avec eux, et que à côté on a un autre acteur de la mobilité qui nous fait une proposition de rachat pour tout, et donc c'est un bon moyen de pression. Non, mais c'est même pas un moyen de pression. Oui. On a envie de continuer l'aventure ensemble, en fait. Ouais. Du coup, on dit à Renault. En plus, on discute ensemble sur d'autres sujets. Et on dit, on y va pour tout. Et puis c'est ce qui s'est passé, quoi. Ça s'est fait hyper. En fait, ce qui nous a séduit dans le projet dans l'offre de Renault, c'est plus que le fait de vendre la boîte ou de la garder. C'est le projet derrière tout ça, et ils ont une ambition qui est énorme, et nous ça nous a vraiment excité de faire partie du projet de la mobilité du futur au sein du premier constructeur mondial. Et donc je sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais ce qui est sûr c'est que il y a pas beaucoup de meilleurs endroits
où être si on est. Et moi, c'est vraiment un secteur qui m'excite aujourd'hui. Ouais. Et si j'ai envie de continuer parce que Marcel et Yousso en stand-alone, peut-être qu'on aurait pu faire une autre levée de fonds, continuer à se diluer, mais on n'aurait jamais joué dans cette cour. Et là, on avait l'opportunité de jouer dans la cour des grands et d'en faire partie, quoi. Et donc nous. T'as serré la pince de Carlos? Non, malheureusement, non. C'était pendant les vacances. J'ai pas rencontré encore. J'espère le faire bientôt. Mais aujourd'hui, je discute beaucoup avec avec le top management de Renault. On a plein de projets. Enfin, c'est super. Aujourd'hui, je regrette pas une seconde et les équipes non plus. Ça a apporté aussi la sérénité parce qu'on a toujours été très transparent avec nos équipes sur ce qui se passe et voilà, à un moment. C'est une des premières acquisitions de Renault, hein. Pour moi, c'est la première, ouais, dans le milieu de la startup, ce qui fait qu'ils ont appris en marchant aussi avec nous, donc on a essuyé quelques plâtres. Mais ouais, je crois que, enfin, c'est selon moi la première acquisition. Ouais. Ok, alors on doit se dépêcher. Je vais te poser 2 questions très rapides. Si toi t'avais une question, si t'avais un conseil à te donner en sortant d'HEC par exemple, avant d'aller chez Goldman ou après. À me donner? Ouais, si tu devais te donner un conseil à ce moment-là. Bah, ce qui est sûr, c'est que rétrospectivement, je dis, bah, vas-y, lance ton idée, c'est con, tu vois, comme ça, t'auras 5 ans d'avance. Après, je suis pas sûr qu'à l'époque, elle ait été réalisable. Après, c'est fais-toi les dents et ensuite, enfin, je suis assez, j'ai vécu difficilement ces années, mais de banque d'affaires, mais après coup, ça m'a quand même vraiment fait les dents, quoi. Et c'est pas le service militaire, mais un moment où ça te vraiment ça te rend humble et du coup ça te permet de créer une boîte et de rester enfin, tu vois, d'être dur au mal et de continuer à bosser parce que c'est comme ça que tu réussis, quoi. C'est en bossant, c'est l'exécution et c'est pas l'idée. L'idée, si, y est pour beaucoup, mais il y a 10 personnes qui ont la même idée. Travailler comme un malade, avoir la tête bien faite et enfin en tout cas bien essayer fait, de rien, non mais en tout cas ouais. Et un ou 2 outils que tu utilises tout le temps, que tu peux recommander pour travailler? Au boulot, c'est Slack, quoi. Slack, ouais. Ça a révolutionné la relation qu'on avait en particulier avec les équipes techniques. D'accord. Parce que, alors contrairement à ce que j'entends beaucoup, quand c'est bien paramétré, Slack c'est un outil qui permet aussi de gérer les priorités. Et si tu siffles pas quelqu'un, mais quand tu l'utilises bien, tu peux stocker un peu les messages, la priorité des messages. Brancher à plein de choses. Et en plus, voilà, c'est un outil qui permet d'avoir une vision un peu globale de tous tes autres outils. Après, là, on vient de lancer un CRM MR6 qui nous plaît bien. D'accord. Et Batch aussi de Simon Davlat, le premier. Qui sont on est très novices dans leur utilisation, mais nous en tout cas on y croit beaucoup sur le levier que ça va nous donner vis-à-vis de nos clients et la capacité à discuter avec eux au bon moment et pas tout le monde avec le même message tout le temps, quoi. Bon, j'ai une fâcheuse tendance à rajouter plein de questions, alors je t'en poserai 2, elles seront rapides. La première, c'est tu peux offrir une course à tous ceux qui nous écoutent ou pas? Ouais, alors, avec le code promo Cosa Vostra, on va dire. Alors Cosa Vostra, c'est VOSTRA. On offre 10 € à tous les auditeurs qui veulent essayer Marcel. D'accord, Marcel donc .cab et puis téléchargeable sur l'App Store évidemment. Et Android. Ouais. Et Android, voilà. Et la dernière question, c'est que quand vous étiez sous la douche avec ton associé, vous avez dit, il t'a dit, il y a 2 choses qui me feraient changer tout. C'est niquer le monopole des taxis et niquer le monopole bancaire. Quand est-ce que tu t'attaques au monopole bancaire? Bah, il y a beaucoup de gens qui s'attaquent aujourd'hui. Ouais. On a mais un peu de retard. Ça t'a pas freiné la première après, fois. On était quand même, quand on a commencé à réfléchir au projet, on était quand même au tout début, au soubresaut du secteur. Aujourd'hui, il y a énormément, la fintech, aujourd'hui, c'est énorme. Ouais. J'ai un pote qui s'est lancé récemment, Alexandre Pro, Quanto, qui avec beaucoup de réussite d'ailleurs. Je sais pas, peut-être un jour, si jamais un jour l'aventure transport se termine, ouais, ça reste un secteur qui m'intéresse. Bon bah écoute, je te remercie en tout cas pour ce temps. Je félicite Renault d'avoir fait une si belle acquisition avec RCI une belle Bank and Services, qui est filiale. RCI Bank and Services et voilà, et de tout le groupe, parce que je pense que c'est bien que des grands groupes s'intéressent de près et puis puissent faire des paris, parce qu'ils apprendront beaucoup et vous apprendrez beaucoup, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc bravo à eux, bravo à toi et à tes associés, à tes employés. Merci. Et puis merci de nous avoir accordé de tout ce temps, Bertrand Altmaier.
Fire, donc de chez Yuso Fleet, et Marcel. À bientôt, Bertrand. À bientôt. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.